BFM Business, Good Morning Business, l'interview. À 8h17, c'est l'un des meilleurs économistes du monde. Christophe Barrot, chef économiste chez Market Securities, bonjour. Bonjour. Alors vous me disiez pendant la pub, j'étais numéro 2 l'an dernier. Bon, vous serez numéro 1, je suis sûr. L'an prochain, vous êtes classé par Bloomberg meilleur prévisionniste au monde sur l'Amérique, sur la Chine, sur l'Asie à plusieurs reprises. Donc on a besoin de savoir comment vous vous sentez aujourd'hui. Et j'ai parlé avec vous 2 minutes pendant la pub. Je suis un peu inquiet, parce que vous dites que c'est encore plus compliqué que pendant la Covid. Pourquoi ? Alors, c'est plus par rapport à mon métier d'économiste, c'est qu'il y a une multiplicité des chocs. Les pays sont affectés de manière différente. Donc on a tout ce qui peut être lié à l'Ukraine aujourd'hui. Donc cette crise-là, on a une autre crise qui est avec tout ce qui est du Covid qu'on avait un petit peu oublié, qui frappe l'Asie aujourd'hui, qui peut revenir aussi chez nous, parce qu'on a tendance à l'oublier. On a aussi des questionnements sur ce qui va se passer après cet été, avec potentiellement des risques de famine dans des pays émergents. Donc voilà, c'est plusieurs chocs complexes qui affectent les pays de manière différente, alors qu'au final, pendant le Covid, tout le monde était touché de la même manière. Et voilà, on avait plus une incertitude sur la durée de l'épidémie. On savait qu'un jour de confinement, ça faisait 0,X% de baisse de la croissance et qu'après, ça reviendrait à peu près dans la normalité. Voilà, il y avait plus un pari sur le nombre de jours, sur la capacité de résilience. Là, il y a une multiplicité de paramètres. Il y a un comportement aussi humain pas anticipé. Il y a aussi une logique, on va dire diplomatique, avec des sanctions un jour, un quatrième package de sanctions, des contre-sanctions, des réactions aux contre-sanctions pour limiter le choc. Donc voilà, il faut anticiper sur anticiper. C'est un jeu à plusieurs étapes. Alors on est dans le même état que vous, sauf que nous on attend que vous nous disiez où on va. Par exemple, sur la croissance mondiale, on a cru en sortir de pandémie que grâce à toutes les révolutions technologiques qui sont devant nous, la transition écologique, l'intelligence artificielle, la digitalisation, on allait vivre des années, des décennies peut-être, heureuses de croissance. Est-ce que tout ça il faut oublier ? Alors sur du très long terme, peut-être pas, mais ce qu'il faut se souvenir quand même, c'est qu'on est entré en 2022 sur une phase de normalisation de la croissance. 2021, c'était exceptionnel. Au niveau mondial, si on prend la mesure du FMI, c'était 5,9% de croissance. On s'attendait à un ralentissement dans les pays développés, en Chine et d'autres émergents. Donc, le choc qu'on a pu avoir avec l'Ukraine a amplifié ce ralentissement. Plus qu'on voit aujourd'hui en Chine, plus qu'on peut anticiper, on sera vraisemblablement sur une croissance mondiale qui sera plutôt de l'ordre de 3%, légèrement en dessous. C'est donc très bas, hein ? Divisé par 2, à mon sens, par rapport à l'année d'avant. Donc c'est un choc important, pas non plus catastrophique comme on l'a vécu pendant le Covid, mais voilà, il faut quand même, selon les zones géographiques, ça peut être plus ou moins important, donc les pays sensibles au prix de l'énergie. Au sein de la zone euro, on peut citer l'Allemagne, qui peut rencontrer plusieurs difficultés, qui est face aussi donc, à cette logique du Covid qui revient en force en ce moment, qui a un client très important qui est la Chine. Donc voilà, il peut y avoir des pays qui cochent, entre guillemets, toutes les mauvaises cases et qu'il faudra suivre plus que d'autres. L'autre élément déterminant, ça sera évidemment l'évolution des prix de l'énergie, du pétrole, du gaz, des matières premières. Sur le pétrole, on assiste depuis quelques jours à un scénario incroyable de renversement du rapport au pétrole. On voit les Américains, Joe Biden, qui encourage les pétroliers américains à rouvrir les champs de pétrole et de gaz de schiste. Vous me disiez que même Elon Musk dit écoutez, allez-y, pour l'instant on a vraiment besoin de pétrole. On voit à quel point tout le monde a l'air de lâcher l'affaire sur la transition écologique, à court terme en tout cas. Est-ce que l'avenir, c'est le pétrole, mais alors qu'on est face à un mur climatique ? Alors non, l'avenir, c'est pas le pétrole, mais maintenant, il y a eu un choc qui a été extrêmement important, mais qui a touché toute la planète. Si on se focalise simplement sur la zone euro et qu'on regarde le prix du Brent en euros, on était 20% au-dessus du précédent plus haut historique. Parce qu'il faut rappeler que l'euro-dollar nous est moins favorable que lors de précédents historiques. Exactement. Donc ça, c'est des chocs sans précédent, le prix du gaz naturel, etc. Donc il y a une volonté à court terme de limiter le choc, même si ça implique de faire des entorses à tout ce qu'on a essayé de mettre en place sur les objectifs climatiques. Mais ça, malheureusement, quelque part, tout le monde le fait. Si on regarde les objectifs de la Chine, qui étaient plutôt très encourageants, avec une volonté de réduire tout un tas de productions, charbon, acier, etc. Aujourd'hui, ils ont dit, on n'a pas le choix, c'est de la sauvegarde énergétique d'abord, parce qu'il y a une vraie incertitude à court terme.
sur ce qui peut se passer et les sanctions, comment tout le monde peut être touché, etc. Comment vous voyez le long terme? Parce qu'il y avait à votre place, il y a 2 semaines, Jean Covici, qui disait à quel point ça serait dur de se passer du pétrole et de la puissance des hydrocarbures en termes d'énergie, mais qu'il fallait le faire et que pour le faire, il faudra donc accepter la décroissance. Est-ce qu'en économie, est-ce qu'un économiste comme vous peut intégrer dans son modèle la décroissance, la sobriété, le renoncement? Alors, disons que moi, je fais plus des prévisions à 6-12 mois et que je dirais un peu chacun son métier. Après, de mon point de vue, je ne pense pas que converger vers des énergies renouvelables est incompatible avec de la croissance. Maintenant, il faudra voir sur du très, très, très long terme ce qui se passe. Et là, je n'ai pas forcément non seulement les outils pour le faire, mais même les sens ou la capacité à me projeter à 10, 15, 20 ans et au-delà. C'est dur. Maintenant, une chose est sûre, c'est qu'on est face à une multiplicité des chocs, multiplicité des défis, et le défi climatique est le plus important. Mais ça, je pense que tout le monde l'a compris. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ce choc-là va accélérer des tendances dans ces secteurs-là, puisqu'on a besoin d'indépendance. Après, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais ce qu'on peut quand même noter, c'est que si on regarde, on fait souvent la comparaison, qu'est-ce qui s'est passé dans le début des années 70, le choc, est-ce que ce sera le même, l'impact? Non, puisque la part des énergies hydrocarbures est différente dans la consommation des ménages, consommation des entreprises. Donc, ça permet de voir quand même tout le chemin qui a été fait. Il en reste beaucoup à parcourir, mais c'est quand même... moi, j'aurais tendance à être plutôt optimiste là-dessus. Alors, il faut aussi gérer le court terme, notamment les investissements sur les marchés, l'arbitrage entre les différentes zones économiques. Qu'est-ce que vous en pensez là? Est-ce que on s'est dit à un moment donné que la guerre en Ukraine forcément allait affaiblir l'Europe, et vous l'avez dit d'ailleurs l'Allemagne, sauf que là on voit que la Chine reconfine, ferme Shenzhen, qui est quand même un de ses poumons économiques, notamment le poumon de la high-tech. Quelles conséquences ça va avoir selon vous sur la croissance, comment elle va être répartie dans le monde? Alors, le choc, évidemment, est très négatif sur la Chine. Je regardais quelques données hier sur le trafic aérien. Par rapport à l'année précédente, on est 50% en dessous. Donc, Shenzhen a été touché, mais vous avez aussi tout un tas de villes qui ont des mesures de restriction moins sévères, mais des mesures de restriction. C'est à peu près 50% du territoire. Donc le choc est important. On avait des données sur la restauration d'une société qui s'appelle Yum Brands qui disait en mars, à périmètre comparable, on est à moins 20% sur les 2 premières de mars. Donc vous avez un choc assez négatif en Chine aujourd'hui. Difficulté vraisemblablement pour atteindre leur objectif de 5,5% qui a été défini il y a une dizaine de jours. Donc un choc négatif après une croissance de 8,1 l'année passée. L'Europe aussi pleinement victime de la situation, et plus un pays sera dépendant de la Russie, plus il sera touché. Typiquement l'Allemagne, en plus, comme je le disais, victime de plusieurs chocs. Et après, on a les États-Unis qui vont mieux s'en sortir, alors qu'eux, ils sont frappés par d'autres chocs, l'inflation. Ils sont touchés, mais dans une moindre mesure sur le choc ukrainien. Après, ils ont une problématique de fond qui, je dirais, prend de l'ampleur depuis la fin de l'année dernière, qui est l'inflation, qui est une préoccupation aujourd'hui des ménages. Et on l'a vu sur le dernier sondage de la confiance des consommateurs, qui est sur des niveaux où généralement on est en récession aux États-Unis. Donc on a un cocktail de choses qui arrivent dans une situation de vulnérabilité, et il faut être très vigilant là-dessus. Du coup, vous arbitrez comment entre les différentes places financières? Ça serait quoi vos recommandations sur les actifs, les actions, les taux, les cryptos, je sais pas. Alors ça, c'est une question effectivement prudent. Une année qui est partie déjà bien baissé l'année précédente, qui est en baisse de quasiment 15% sur ce début d'année. Notamment dans les valeurs de la tech. Exactement. Peut-être le moment de rentrer, ça vous dites? Ce que je dis, c'est qu'il y a un moment où on ne peut pas laisser la machine trop s'enfoncer, et qu'il y aura forcément en Chine, pour atteindre cet objectif quand même défini de 5,5, une relance monétaire et fiscale extrêmement importante. Donc on sait que ça va venir, que c'est une des rares zones qui a la capacité de le faire aujourd'hui. Et c'est une des rares zones, donc en termes de placement obligataire,
où vous avez une possibilité d'avoir une banque centrale encore accommodante. Ce qui est beaucoup moins le cas, que ce soit aux États-Unis, zone euro, Canada, Royaume-Uni. Donc ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Maintenant, sur la dynamique globale, aujourd'hui, il y a un choc. Il est déjà anticipé par le marché, d'un point de vue macro. Le marché, maintenant, va regarder ce qui se passe uniquement sur l'Ukraine. Ouais. Si vous avez effectivement moindre bonne nouvelle d'ici la fin du mois, ça peut redémarrer. Maintenant, voilà, ça reste des négociations, de la diplomatie, et soit on est dedans, soit on n'y est pas. Je crois qu'on n'y est pas. Donc ça reste soumis à beaucoup d'incertitudes, à mon sens, aujourd'hui. Je préférais attendre d'avoir des signaux positifs et que ça remonte déjà pour y retourner. Mais aujourd'hui, on serait plutôt en dehors. Écoutez, merci beaucoup. Christophe Barrault, chef économiste chez Market Securities. On comprend très bien votre prudence et votre inquiétude comme nous. Dans ces cas-là, il faut surtout pas trop prendre de risques. On est d'accord.